nous allons nous pencher aujourd'hui sur la réforme bancaire en cours. C'était un des engagements phares du programme de François Hollande candidat. Elle vise à limiter les activités de marché des banques à leur caractère utile à l'économie et à filialiser de manière autonome les activités spéculatives. Pour en parler de ses qualités, de ses faiblesses, mais aussi en parallèle du projet d'union bancaire au niveau européen, j'ai invité André Lévy-Lang, ancien président du directoire du groupe Paribas jusqu'à la fusion avec la BNP, en 1999, professeur associé à Dauphine et qui a sorti cette année chez Erol « Il faut maîtriser la finance ». Bonjour André Lévy-Lang. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors on va passer en revue ces principales lignes de la réforme. Première d'entre elles, limiter les activités de marché des banques aux activités nécessaires au financement de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez sur le principe? On peut penser que c'est une bonne idée? On ne peut pas être contre Oui. quand on l'a formulé comme ça. Oui. Puis on se rend compte, quand on creuse un peu la question, que premièrement, ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et deuxièmement, ça ne traite pas du tout le fond du problème. Le fond du problème qui est, premièrement, comment faire que les banques prennent moins de risques, que le système soit moins risqué. Et que deuxièmement, surtout, qu'ils servent l'économie. Alors, à quoi servent les banques? Deux choses. Premièrement, transformer les dépôts en crédits, pour être simple. Autrement dit, avoir des ressources à court terme, qui sont les dépôts, et faire des crédits à moyen et long terme à l'économie. Ça, c'est très important. Mais aussi faire fonctionner les marchés financiers. N'oublions pas que l'économie européenne, l'économie française notamment, est quand même financée à 30% par les marchés, c'est-à-dire marché obligataire, marché d'actions. Aux États-Unis, c'est 80% à peu près. En gros, on est à l'inverse. 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, si vous voulez. Aux États-Unis, l'économie est financée en grande partie par les marchés. Or, les banques jouent un rôle sur les marchés qui est très utile, d'intermédiation, de prise de risque, de gestion des opérations, de distribution du papier, etc. Et c'est un rôle fondamental dans l'économie française, qui va avoir un rôle croissant dans les années à venir, parce que les nouvelles réglementations qui sont mises en œuvre par ailleurs auront pour effet, et ça on ne le dit pas assez, de transférer une partie du financement bancaire des banques, du crédit, du bilan des banques vers les marchés. Donc en un mot, oui, c'est une idée légitime. 2, il faut éviter qu'elle ait des conséquences fâcheuses sur le financement de l'économie. Alors, si je comprends bien, légitime, est-ce à dire que le fait d'y inclure, et c'est ce qui est prévu, les opérations sur compte propre, par exemple, c'est assez critiqué par certains, vous semble aujourd'hui logique dans la configuration du système financier et bancaire français? On a renoncé maintenant, dans le monde entier, à revenir au so-called Glass-Steagall Act, la séparation juridique complète des activités. Enfin, on songe à y revenir quand même aux États-Unis, mais pas du tout. On va en reparler tout à l'heure. Non, aux États-Unis, le Dodd-Frank Act de 2010 comporte l'interdiction des opérations pour compte propre, proprietary trading, 11 pages dans le Dodd-Frank Act, 200 pages d'application, et ce n'est pas fini. Pas simple. Bon. Personne ne parle de revenir à Glass-Steagall, dont on est sorti après des années. En 1999 avec Clinton. Oui, mais après, plus de 40 ans. Bon. Alors, plus que ça. Donc, l'idée fondamentale est de dire il ne faut pas que les banques prennent trop de risques, en gros. Et en particulier qu'elles ne prennent pas un risque qui ait des conséquences systémiques, c'est-à-dire qui puisse se propager. Alors, à cet égard, il y a 4 solutions en gros. Il y a la solution américaine, interdiction du proprietary trading, des comptes propres. La solution anglaise, c'est filialisation dans un seul ensemble. La solution Liikanen européenne, on isole les activités à risque du reste. Et la solution française, qui est quelque chose de voisin de Liikanen, autrement dit de la solution européenne, consistant à dire les banques peuvent faire ce métier-là, elles doivent séparer les activités à risque d'une manière ou d'une autre, mais sans les filialiser pour autant. Alors, il faut bien voir une chose. Une banque qui opère pour ses clients, elle doit notamment acheter et vendre des obligations pour ses investisseurs, qui sont des clients, parce qu'elle place du papier auprès de ses clients. Donc, le service à la clientèle, entreprise notamment, consiste à être actif sur les marchés. Pour cela, la banque doit prendre des positions. Ces positions qu'elle prend, au fond, là où interviennent les lois, c'est de dire, elles doivent s'arrêter à ce qui est utile à la clientèle et ne pas déborder sur la spéculation pour compte propre. Vous voyez bien que c'est très compliqué à définir comme ligne. Alors, le principe, je répète, est bon, la mise en œuvre est compliquée. Ouais. Alors, autre
polémique sur le sujet, c'est la question de l'activité de tenue des marchés qui, elle aussi, serait donc englobée dans le projet et serait permise aux banques de dépôt. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Thierry Philippona, qui est le secrétaire général d'une ONG qui s'appelle Finance Watch, qui dit qu'en quelque sorte, ça permettrait à nouveau de recréer des activités spéculatives et de créer des bulles financières en autorisant, sous couvert de plus de liquidité, d'un meilleur fonctionnement du système, en autorisant donc les banques de dépôt à faire ces opérations de tenue de marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous répondez? Je crois qu'il faut revenir en arrière un peu sur la question des bulles financières. Il y a eu des bulles depuis que la finance existe. Elles ont toutes en commun les mêmes caractéristiques. Il y a une bulle lorsque les acteurs financiers achètent des actifs pour les revendre, et pas pour s'en servir, et qu'ils le font à crédit. Ça peut être des tulipes, noires, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être des crédits immobiliers, bref, c'est ça les bulles. On n'empêchera pas les bulles. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elles se développent trop, donc contrôler la masse de crédit, contrôler les banques, et deuxièmement, éviter qu'elles se propagent. Lorsqu'il y a un problème, un risque sur un endroit du système, qu'ils deviennent ce qui s'est passé en 2008, 2006-2008. Alors, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais il faut aussi garder à l'esprit que quand on prend ce genre de mesures, il ne faut pas, si vous voulez, il y a deux risques à éviter. D'une part, il ne faut pas limiter le rôle des services du secteur financier au service de l'économie. Il faut qu'il puisse continuer à le faire dans les bonnes conditions. Et deuxièmement, il faut autant que possible éviter de créer des distorsions de concurrence entre pays. Parce que distorsion de concurrence veut dire que dans certains pays, les banques prendront plus de risques que dans d'autres et que ça se propagera s'il y a un problème. Voilà les deux choses qu'il faut garder à l'esprit. Aujourd'hui, où en est-on? Sur la séparation des activités pour compte propre, ça se fera partout plus ou moins. Il y aura une règle de plus spécifique. Mais l'essentiel des règles de régulation nouvelles qui se mettent en place aujourd'hui portent sur d'autres choses. Elles portent sur les fonds propres et sur la liquidité. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Elles portent sur un troisième élément qui est too big to fail, faire en sorte qu'une banque ne soit pas trop grosse et que si elle est grosse parce qu'elle est devenue grosse, il faille la sauver. prévoir comment la découper, comment la sauver sans pour autant mettre en jeu les dépôts de la clientèle. Alors, le principe, vous l'avez évoqué, le second grand principe qui est mis en avant, c'est effectivement de cantonner ces fameuses activités spéculatives sur lesquelles les banques ont beaucoup gagné, les fameuses banques de financement et d'investissement, de la manière la plus autonome, en quelque sorte, même si on ne sera pas dans une logique totalement étanche, comme certains l'avaient réclamé. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est de nature à limiter le feu, à faire un pare-feu, si jamais on retrouvait les conditions de marché qu'on a pu avoir il y a encore quelques années? S'il n'y a que ça, sûrement pas. Ouais. D'accord. Ce qui a créé la crise, ce n'était pas principalement ce trading pour compte propre. Deuxièmement, il y a dans l'histoire beaucoup de faillites bancaires ou de grandes crises financières qui ont été liées aux banques de dépôt. N'oublions pas les savings and loans aux États-Unis, qui étaient des caisses d'épargne et qui ont coûté très cher à l'économie américaine. Dans les faillites récentes, les banques de marché qui ont fait faillite, comme Lehman, n'avaient pas de dépôt, et vice-versa, il y a des banques de dépôt qui ont fait faillite sans pour autant avoir d'activité de marché. Donc, c'est un bon sujet, c'est important, mais je répète, c'est 5% au maximum du problème. 5% au maximum du problème de la régulation bancaire. Le cœur du problème de la régulation bancaire, ce sont les fonds propres, la liquidité et la façon dont c'est appliqué entre pays. Entre pays, je dis bien. Ouais. Entre États-Unis et Europe notamment. On va y revenir. Est-ce que ça veut dire que ce système aujourd'hui, je vous interromps, mais que le système tel qu'on le voit à travers le projet français, et là aussi, c'est ce qu'estiment certains, protège trop les banques systémiques européennes, qui représentent la quinzaine de grandes banques universelles, qui sont un peu sur le même business model, qui représentent 43% de la totalité des actifs des banques européennes. Certains, donc, estiment que ça va trop protéger ce système de banque universelle. Là aussi, qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que le système de banque universelle, n'employons pas ce terme qui est chargé, le fait que les banques fassent à la fois du crédit et des opérations de marché est vital pour l'économie européenne, mais mondiale. Et pour vous, c'est un système qui a marché et qui continue à bien marcher. Il a non seulement marché, mais c'est une des raisons des 30 Glorieuses et des années de développement de l'économie depuis 20 ans. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que les marchés sont utiles dans la mesure où les marchés économisent des fonds propres à l'économie dans son ensemble.
lorsqu'on se finance sur les marchés, qu'on ne passe pas par le bilan d'une banque, finalement, le risque est pris directement par les investisseurs, si vous voulez. Donc, on économise des fonds propres, on libère du capital pour l'investissement industriel. Voilà la vraie utilité des marchés. Deuxièmement, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en Europe, en France en particulier, les marchés ne représentent que 30% du financement de l'économie. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Or, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout ce que l'on applique comme réglementation sur les fonds propres et sur la liquidité aura pour effet de rendre le crédit bancaire plus rare et plus cher. C'est normal, c'est bien, c'est parce qu'on veut être prudent. Donc, on impose aux banques plus de fonds propres et moins de transformation. Ce qui veut dire qu'il se fera un transfert du financement vers les marchés. Qui va l'assurer, ce financement? Ou bien on laisse les banques contrôler, superviser, le faire. Donc c'est leur métier. Elles le font, elles savent le faire. Ou bien ce n'est pas elles qui le font. Qui le fera? Premièrement, des banques américaines. Elles ont le droit de le faire, elles continueront de le faire, et ce n'est pas ce qui est en train de se passer en termes de divergence des réglementations qui l'empêchera. Oui. Deuxièmement, ce qu'on appelle le shadow banking, la banque de l'ombre, des institutions parallèle. Non réglementées. Autrement dit, le seul résultat que l'on aura, c'est d'une part, renchérir le financement des entreprises, de l'économie, et d'autre part, de transférer une partie de l'activité hors du système que l'on contrôle, vers un système que l'on ne contrôle pas. Si c'est ça qu'on veut, il faut le faire. Ouais. Alors, donc, ce système de banque universelle, vous n'aimez pas le terme, il est chargé, mais c'est ainsi effectivement qu'il est résumé, serait donc maintenu. Pour autant, êtes-vous inquiet par l'évolution aujourd'hui des banques en France? On sait que c'est le pilier de la banque de détail qui permettait en quelque sorte de sécuriser les activités d'investissement et de financement. Or, cette activité de banque de détail commence à décliner de manière subreptice en France, mais ça commence à venir. Est-ce que ça peut être auguré d'un changement de modèle? C'est un autre sujet, mais très important. Oui. Je crois que la banque de détail subit une mutation historique aujourd'hui dans son métier. Pourquoi? Parce que la communication, Internet, la mobilité en général, fait que l'ensemble des activités économiques sont bouleversées. Oui, nous sommes d'accord. Oui. Et la banque de détail, comme les autres. Donc on est en train de voir peut-être aujourd'hui ce qu'on annonce depuis 30 ans, c'est-à-dire le transfert de la banque vers la banque à distance, etc. Donc elle subit une mutation. Mais je crois que ça ne changera pas son poids dans l'économie, parce qu'on aura toujours besoin de banquiers de dépôt. On ne fonctionnera pas avec des billets sous les matelas et du troc. Ouais. André Lévy-Lang, est-ce que vous croyez, comme le cabinet Roland Berger qui a fait une étude, qui estime qu'il ne restera que 5 banques au niveau mondial de financement et d'investissement, qui ne seraient peut-être pas forcément des grands noms européens, que ça pourrait être inquiétant, cette consolidation ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr inquiétant. Bien sûr consolidation, d'une part, et d'autre part, bien sûr préoccupant. Pourquoi? Parce que d'abord, ces grandes banques, il y en aura au moins 2 ou 3 qui seront américaines. Je n'ai rien contre les banques américaines. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup de respect pour eux. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à ce que l'ensemble du financement de l'économie européenne soit assuré par 3 banques américaines. Bon. Donc, deuxièmement, nous avons des atouts en France dans ce domaine. Nous avons 2 ou 3 très grandes banques qui ont des positions très fortes, notamment sur le marché obligataire, notamment BNP Paribas, mais elle n'est pas la seule. Nous avons 800 000 emplois dans le secteur financier en France. Donc c'est une industrie qui fonctionne, où nous avons des avantages compétitifs. Il faut les conserver et les développer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer. Il faut réglementer. Mais il faut être conscient des conséquences de cette réglementation sur 2 choses. Juste ce point très important. D'une part, je répète, le financement de l'économie. D'autre part, je répète, la concurrence. La concurrence financière dans le monde. Et ce sont 2 points que l'on a tendance à oublier, qu'il faut garder à l'esprit. Alors, sur l'union bancaire, texte qui suscite de nombreuses tensions entre Européens, notamment de la part des Allemands, qui souhaitent préserver une supervision nationale, notamment pour leur Sparkasse, leur caisse d'épargne. Ça, c'est le premier étage de la fusée, mais il y aura aussi la question de la capitalisation, de la recapitalisation des banques qui en auraient besoin, et puis la question, effectivement, de gérer une faillite possible d'un établissement. Est-ce que vous pensez qu'on est sur de bons rails, ou que ça ne se présente pas bien, ce projet d'union bancaire, et est-ce que ça serait au détriment de la solidité des acteurs en Europe? Sûrement pas de leur solidité, de leur compétitivité peut-être. D'abord, je crois que c'est une très bonne chose, l'union bancaire. Je crois l'idée de dire qu'on est au niveau de la zone euro, je dis bien,
un système dans lequel les banques, Et avec une supervision par la BCE. avec une surveillance de la BCE, est fondamentalement une bonne idée. Oui. Elle suppose que les États renoncent à un élément de souveraineté qui est le contrôle de leur système bancaire. D'accord. Mais c'est un élément positif. Là où je suis préoccupé, je dirais préoccupé simplement, c'est là encore du fait du synchronisme qu'il faut qu'il y ait entre ce que nous faisons à l'échelle de l'Union européenne, de la zone euro, je dis bien, et ce que font les Américains, et les Anglais. Parce que il ne faut pas que nous nous créions, si vous vouliez, des limites ou des boulets ou des contraintes qui se soient décalées par rapport au reste du monde. Ben, on sait que les mais Britanniques, c'est une bonne effectivement, tiennent à préserver, hein, malgré ce projet d'union bancaire, la prédominance de la City. Qu'est-ce que vous pensez des propos du gouverneur de la Banque de France, estimant que, et on est dans une certaine logique, il est inacceptable aujourd'hui que la City soit le principal centre financier de l'euro, donc un centre offshore? Il a raison, bien sûr, mais ça suppose que l'on prenne des mesures pour développer Paris et Francfort, qui sont les deux autres possibles, comme des centres importants de l'euro. Et un centre financier, c'est d'abord des acteurs, des entreprises. Donc les entreprises qui animent ce centre financier aient intérêt à continuer à le développer à Paris et à Francfort. Je voudrais revenir quand même sur les critiques qui sont faites au projet français. Certains disent qu'il devance en quelque sorte le projet de l'Union européenne pour mieux le modeler selon les intérêts de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous ne pensez pas effectivement que les projets américains, britanniques et même le projet européen sont finalement quand même plus contraignants sur cette séparation entre le bon grain et celui qui peut devenir de l'ivraie? Il y a un projet américain dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était dans la loi depuis 2010, mais que sa mise en œuvre est tellement complexe que... Oui, ça prendra des années. Oui. Oui, que je pense surtout qu'il ne va pas vraiment limiter l'activité des grandes banques américaines sur les marchés. Ça me paraît très clair. Deuxièmement, il y a un projet anglais dont la mise en œuvre est également complexe, qui est en train de se faire passer par étapes, si vous voulez. Il y a un projet européen dont on ne sait pas encore le contenu, et il y aura le projet français. Je pense qu'ils vont tous arriver au même résultat d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on va faire reporter sur les régulateurs, sur les contrôleurs plutôt de la régulation, la charge du contrôle de la mise en œuvre de ces règles qui sont saines, qui sont bonnes. Je crois que l'idée de dire qu'il faut limiter la prise de risque spéculative par les banques est bonne. Je suis tout à fait pour, naturellement. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'en faisant cela, on impose aux banques de notre territoire économique, si vous voulez, aux banques françaises en particulier, des contraintes qui les handicapent par rapport à leurs concurrents anglais ou américains. Alors, on va conclure, mais en même temps, et alors là aussi, vous avez trouvé que j'insiste beaucoup sur les critiques, mais c'est un peu le lot d'une interview, c'est que certains estiment que le lobby bancaire, entre guillemets, a su faire passer ses vues et qu'on est bien loin du projet de François Hollande. Je vais vous le rappeler, hein, vous vous souvenez, en meeting au Bourget, mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, c'est le monde de la finance, il a pris le contrôle de nos vies, il faut remettre au service de l'économie réelle ce monde de la finance. Est-ce qu'avec la réforme, on va quand même dans ce sens-là? Je suis entièrement d'accord sur cette conclusion. Il faut remettre peut-être pas, il faut que le monde de la finance soit au service de l'économie réelle. Est-ce que ce sera le cas avec la réforme? Un peu peut-être, un peu plus. Un peu beaucoup. Un peu plus, mais disons franchement, ce n'est pas le cœur du sujet. Je répète, je suis désolé de le dire. Ouais. Il faut éviter simplement que cette réforme n'aille pas à l'encontre des objectifs qui sont effectivement que le système financier soit au service de l'économie réelle. Ouais. Et depuis 2008, depuis la crise financière, deuxième version, si vous voulez, premièrement, les risques se sont déplacés du système financier vers les États. Aujourd'hui, on a une crise avec la dette souveraine. Oui. de dette souveraine et on n'a plus de crise bancaire, même s'il y a encore des choses à faire. Deuxièmement, les mesures de réglementation qui ont été prises, elles sont dans le bon sens. En général, je ne parle pas de celle-là spécialement, fonds propres, liquidités, dans le bon sens. Mais l'effet net de ces mesures est que le financement de l'économie sera plus coûteux et plus cher. Et troisièmement, ma préoccupation, c'est qu'on n'ait pas, par une accumulation de mesures réglementaires et fiscales, tué ou affaibli sérieusement le financement de l'économie française par le système financier, assureurs et banques. L'accès au crédit, premièrement, plus cher. Deuxièmement, l'accès au marché. Troisièmement, l'activité internationale. On a perdu des parts de marché aujourd'hui, vous le savez ça, en financement de projets, en financement international. On a perdu des parts de marché. Et enfin, le financement en action, l'apport en capital aux entreprises.
C'est ça le point important qu'il faut garder à l'esprit. Alors qu'on fasse ce qui a été promis, c'est très bien. Que l'on se préoccupe des opérations pour compte propre, c'est indispensable. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. Et ce n'est pas ça qui va, en soi, changer quelque chose de fondamental à tout ce qui a été fait depuis pour sécuriser le système et dont l'effet, je le répète, je crains, sera aussi de le freiner. Bon, pas le cœur du sujet, pas fondamental. On a compris un jugement nuancé tout en subtilité, on dira, par rapport à ce projet de loi qui a suscité effectivement bien des controverses et puis bien des passions, parce que c'est vrai qu'il est toujours facile de pointer du doigt les errements certains des banques quand même. Autrefois, on brûlait les Templiers. C'était la Ouais. solution Ouais. qu'on utilisait lorsqu'il y avait un problème financier sérieux, n'est-ce pas? Bon, les États ne faisaient pas défaut, ils tuaient leurs banquiers. C'est une solution comme une autre. Bon, Oui, mais là, il ne faudrait pas que les banquiers tuent leurs États alors. Aujourd'hui, le message simple que l'on a tendance à oublier, c'est que la finance n'est pas inutile. Elle sert à quelque chose. Alors, il faut qu'elle serve vraiment à financer l'économie et qu'elle soit vraiment utile. Nous avons créé pour ça pas mal de nouvelles activités, de nouveaux projets pour le faire, en termes de recherche. Mais la sécurité du système ne sera jamais complète. On peut l'augmenter considérablement, c'est en train de se faire. Elle dépendra encore au moins autant de la qualité des contrôleurs et des régulateurs que des lois et des règlements. Elle dépendra toujours énormément de la qualité des acteurs, de l'éthique et du sérieux des dirigeants. C'est fondamental, c'est ça qui a manqué aussi. Mais gardons à l'esprit tout de même que c'est indispensable. Merci André Lévy-Lang d'avoir été notre invité donc pour commenter la réforme bancaire en cours. Merci. Merci à vous.